Bonjour, je m'appelle Lynn Pock, je suis artiste plasticienne. J'ai fait les beaux-arts à Berlin et j'ai mon travail artistique qui tourne beaucoup autour de la question du corps, de l'intimité et en particulier à travers des installations audio-tactiles qui permettent de déposer plein de petits haut-parleurs et plus récemment aussi des vibreurs sur le corps du spectateur afin de faire se promener des sons et donc des vibrations à la surface du corps et de stimuler l'écoute solidienne, c'est-à-dire pas l'écoute par l'air, mais l'écoute à travers le corps, en se bouchant les oreilles. C'est des installations où on entend mieux quand on entend moins bien, pour ainsi dire. Et ces dernières années, j'ai quitté de plus en plus le milieu des festivals d'art numérique. En tout cas, j'ai quitté la ville pour la campagne, les grands festivals pour aller plutôt travailler avec des publics fragilisés. Et notamment l'année dernière, sur le projet L'Art dément le chaos, donc pour lequel m'a invité le château de Goutelat, où j'ai fait des interventions, des ateliers de partage sur ma pratique autour de l'audio tactile et de ce qui m'a amené vers ça, avec des personnes âgées atteintes ou non de démence. Oui, alors vous deviez intervenir dans le cadre de ces rencontres de ce début d'année, droit et intimité, un secret espoir. Il est bien question d'espoir en cette drôle de période. Droit et intimité, intimité et l'intime, c'est quelque chose que vous travaillez finalement profondément via ce dispositif et cette pratique que vous avez développée maintenant depuis plusieurs années. C'est début des années 2000 que vous avez lancé cette pratique et réflexion autour de l'audio tactile. Qui dit tactile dit sans nul doute l'intime très largement convoqué. L'Art dément le chaos, c'est cette démarche qui a été lancée en 2015 au château de Goutelat, qui travaille justement sur ces questions de droit, création, humanisme. Et on est justement dans ces aussi pratiques interdisciplinaires finalement entre ces questions juridiques, ces questions poétiques et artistiques, ce que vous croisez finalement complètement au travers de votre expérimentation, puisque c'est très largement lié dans ces pratiques artistiques nouvelles aux nouvelles technologies, entre art, santé, innovation, mais peut-être préciser ce que sont ces créations audio-tactiles, quels usages vous en faites et de quelle manière vous procédez finalement. Alors, les projets audio-tactiles que j'ai commencé en 2003, en fait, j'ai fait simplement le constat un jour en faisant des explorations sonores que le son, c'était de la vibration, ce qui n'est rien de nouveau, hein, c'est pas une révolution. Mais en tout cas, j'avais un haut-parleur sur le bras et ça m'a intriguée de sentir vraiment le mouvement mécanique du son sur la peau et j'ai eu envie de créer des installations qui permettaient de poser plein de petits haut-parleurs à la surface du corps. Donc j'ai créé comme ça plusieurs installations, puis aussi une version concert permettant de ressentir le son à travers 16 petits haut-parleurs disposés de la tête aux pieds et avec du coup une écriture de ces sons et de ces vibrations qui se déplacent dans cet espace intime du corps. Donc c'est comme si c'était un acousmonium, un orchestre de haut-parleurs qui aurait rétréci au lavage et qui serait venu se poser sur la peau ou sur les vêtements, on va dire, parce que les gens sont pas tout nus dans mes installations. En tout cas, ce sont des installations qui à chaque fois s'adressent à une personne à la fois ou un dispositif qui demande que chaque personne qui participe s'équipe. Donc parfois, c'est 2 personnes qui peuvent faire l'expérience en même temps. Plus tard, ça a été sur le projet de Stimeline où j'ai collaboré avec le musicien Julien Clos, une version concert où il y avait 28 personnes qui pouvaient participer. Voilà, et du coup, l'idée, c'était aussi d'amener à travers ces installations le spectateur à plonger plus dans son corps, dans ses sensations, dans son intimité, à venir faire une œuvre in situ sur et dans l'espace de ses corps. Et au courant de ces nombreuses présentations où j'accueillais chaque spectateur
En tout cas au départ. Ensuite, ça a été d'autres personnes qui l'ont fait. Cette partie de médiation, si on veut, d'accueil du spectateur fait absolument partie de l'œuvre pour moi depuis le début, un peu en opposition aux œuvres d'art de masse où on est des milliers devant des grands écrans. Là, moi, je propose quelque chose qui est complètement inverse à ça et qui s'adresse vraiment à chaque corps, chaque individu. Et voilà, et notamment je ou les autres personnes qui ont aidé par la suite étaient là pour équiper le public avec ces drôles de dispositifs. Au cours de ces expositions, festivals et tout ça, j'ai eu beaucoup de retours sur une éventuelle dimension thérapeutique ou en tout cas de bien-être qu'évoquaient beaucoup des spectateurs qui étaient assez fascinés par ces œuvres. En tout cas, ce qu'on pouvait constater, c'est une sorte de retour au calme, c'est un peu comme une séance de sophrologie, sauf que vous n'êtes pas forcément venu pour ça, mais en tout cas, ça permet vraiment de replonger, de se reconnecter à l'enveloppe de son propre corps, à cet espace intérieur, comme je disais tout à l'heure, de le ressentir. Le cerveau est un peu perturbé, d'entendre dans sa tête et peut-être de ressentir une vibration au niveau du pied. C'est très bizarre, mais au bout d'un moment, il lâche, il n'essaye plus de savoir d'où ça vient. Et il se laisse juste transporter par ces sons, vibrations. Voilà, et du coup, j'ai eu envie de plus en plus de travailler avec des publics fragilisés. Au cours des dernières années, j'ai pu faire une belle expérience aussi avec une chorégraphe et un groupe d'adultes porteurs de handicap mental où ces objets audio vibrants devenaient des sculptures relationnelles, des objets avec lesquels nous allons danser, dans lesquels était du son que nous déplacions dans l'espace et que nous allions aussi déposer sur les corps du public. Voilà. Et puis dernièrement, donc juste avant ce fameux confinement, j'ai pu encore rentrer dans l'intimité des EHPAD, d'un EHPAD à Boin et d'un lieu d'accueil de jour pour personnes en début de démence à Montbrison, qui s'appelle Volubilis, et où j'ai fait participer ces personnes âgées. J'ai essayé de les faire participer à mon chemin de création, à mon chemin qui m'avait amené vers ces choses audio-tactiles, la réflexion sur le toucher, sur le corps, le mouvement et tout ça. Voilà. Là, du coup, ce sont donc 2 structures pilotes du Forêt. Et là, vous avez entamé ce projet, donc c'est l'Art d'aimant le chaos, début 2020, mais qui a dû être, réaménagé, réinventé peut-être. Je ne sais pas comment cela s'est passé pour vous, avec le confinement et la crise arrivant, quoi. Alors, il était question que je refasse une série d'ateliers dans ces 2 structures, plus une troisième, qui est un EHPAD avec une partie vraiment psychiatrique, c'est-à-dire c'est des personnes âgées avec des pathologies psychiatriques et qui cumulent, on va dire, l'âge en plus et la démence sénile. Nous devions commencer ces ateliers à l'automne, vers novembre, et bien sûr avec le deuxième confinement, ça a été reporté. Pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce que ça se fera. Je vous cacherai pas que quand il y a eu le premier confinement, je me suis dit bon, ok, je peux ranger toutes mes installations, toutes mes idées sur le toucher, puisque maintenant, on n'a plus le droit de se toucher, encore moins qu'avant. Voilà. Déjà, le toucher dans la culture judéo-chrétienne, c'est pas foufou, mais alors là, ouais, j'étais encore toute nourrie de ces moments assez joyeux et riches qu'on avait partagés dans des cadres pas toujours joyeux, donc lors des ateliers de début 2020. Et puis, voilà, d'un seul coup, cette interdiction de toucher, cette fermeture des structures, des EHPAD et de ce type de structure. Et du coup, je me suis souvenue que au départ, les œuvres audio-tactiles aussi, donc en 2003, 2002, quand j'ai eu l'idée était née en 2002, ça avait été un peu aussi une idée prospective. Je voyais arriver de plus en plus
tout ce qui était tactile, les touchscreens et toutes ces choses qui nous invitent, toutes ces technologies qui nous invitaient à les toucher pour agir sur des contenus et en même temps qui nous reliaient et en même temps qui nous isolaient. Et je me disais, et le toucher dans tout ça, en fait, qu'est-ce qu'on en fait? Et est-ce qu'il peut aussi, ma question venant des arts visuels, est-ce qu'il peut y avoir une esthétique du toucher? Est-ce que le sens du toucher peut aussi avoir une place dans l'art? Puisqu'il y a la place pour la musique, pour le mouvement à travers la danse, donc d'une certaine façon un toucher visuel, et puis les arts plastiques, quelque chose de visuel, mais le toucher c'était médical, éventuellement bien-être, mais voilà. Donc ça partait aussi de là à l'époque, et donc j'avais imaginé cette première installation qui s'appelait À fleur de peau, et les suivantes comme des sortes de béquilles, des objets un peu de science-fiction, dont on s'équiperait le jour où on ne serait plus qu'en relation en télérelation. Voilà, comme ce que finalement le confinement a amené. Et du coup, là, je me suis dit non, mais il faut absolument que je continue à travailler sur le toucher parce qu'on va en avoir plus que jamais besoin. Voilà. Donc là, j'en suis un peu là. Comment vous avez adapté les choses justement? Parce que on pourrait penser que le secteur et les secteurs gérontologiques, psychiatriques sont plutôt malmenés par la crise, où on a l'impression au contraire, on ferme tout et qu'on renforce plutôt une situation d'isolement, alors que vous travaillez à contresens complètement de cette idée. Alors, honnêtement, moi, là, depuis qu'il y a les confinements, j'ai pas pu réintervenir. Donc là, pour l'instant, j'attends. Volubilis, comme ils sont avec un très petit groupe et que du coup, on va dire, ce serait gérable. Eux, ils seraient prêts à reprendre les activités, mais dans un EHPAD comme Boin, où il y a une centaine de personnes, de personnes âgées, plus le personnel, c'est très compliqué parce que dès qu'il y a une personne qui a le Covid là-dedans, c'est branle-bas de combat. Enfin, j'ai parlé avec l'animatrice après le premier confinement et j'étais très touchée justement par son témoignage concernant l'interdiction de toucher et de s'approcher des personnes âgées, alors que beaucoup d'elles avaient vraiment de la demande et ne comprenaient pas en fait pourquoi la distance. Pourquoi les masques? Enfin, si, ils peuvent comprendre, mais ils étaient un peu mis devant le fait accompli de faire ces choix, enfin, que ces choix pour protéger, enfin, on nous dit que c'est beaucoup pour protéger les personnes âgées, que il faut pas qu'on les rencontre et tout ça, mais du coup, on leur avait pas trop demandé leur avis. Voilà, elle disait qu'elle avait énormément souffert de ça, les résidents aussi. Son métier d'animatrice s'est transformé en personne qui transporte une tablette pour que les résidents puissent être en lien avec leur famille. Donc, ce qui est un genre d'animation, mais pas si intéressant que ça. En tout cas, pour elle, le quotidien de l'EHPAD, enfin pour le personnel et les résidents, le quotidien de l'EHPAD avait énormément changé. Et puis moi, de toute façon, là, j'y étais déjà plus. Et comme dit, je n'ai pas pu y retourner. Donc j'ai un temps essayé d'imaginer, trouver des solutions pour faire des choses à distance, comme, j'en sais rien, par Zoom ou animer des séances de mouvement, de choses avec des objets que je leur aurais fait parvenir par la poste et que moi j'ai les mêmes et qu'on fasse des choses ensemble. Mais ça m'a amené très loin en fait de la création dans laquelle j'étais. Et puis je vous cacherai pas que le cadre financier aussi, enfin il y a un moment où on peut pas non plus tout faire avec rien. Voilà. C'est ça. Quand on nous demande sans cesse de nous adapter, de s'inventer, de se réinventer, ça a ses limites aussi. À la fois, ça révèle des choses intéressantes et ça pousse les choses aussi un peu aux extrêmes limites. Cette crise, elle ne fait qu'exacerber les choses et à la fois, là, elle renforce finalement aussi toute la démarche de votre travail. C'est-à-dire que vous êtes dans une expérience sensorielle vraiment singulière, mais finalement, elle pousse
à aller encore plus loin dans vos retranchements finalement, dans ces pratiques, dans ces installations, sur cette recherche à la fois artistique et technologique, mais qui là vraiment serait poussée à son extrême. Ouais. Bah, disons que là, la solution, ce serait de lancer une production massive d'objets audiotactiles et d'équiper tous les EHPAD et les maisons particulières de ce type d'objets pour voilà. Enfin, mais ça, c'est une vision un peu peut-être pour certains capitalistes intéressante, mais qui moi est pas trop, en tout cas, mon projet. Parce que finalement, en fait, ce que j'amène dans ces lieux aussi, c'est plutôt avoir collectivement une réflexion sur le toucher, enfin sur ces manques, parce que c'est pas, je veux dire, on n'a pas attendu le Covid pour qu'il y ait un manque relationnel dans les institutions. Hein. Ça, c'est malheureusement, c'est la réalité. Oui, c'est là où ça pousse à l'invention, à l'inventivité, je ne sais pas comment il faut dire, mais est-ce qu'on peut retrouver du sens, du sensible, du sensoriel dans l'absence qui là est exacerbée, alors que comme vous le dites, le manque, l'isolement étaient déjà des choses présentes, quoi, finalement. Ben, je pense que ça demande cette période, elle nous a amené, enfin, elle demande à chacun de puiser profondément dans nos propres ressources pour justement surmonter ces vides de mouvement, de rencontres. Enfin, parce que dans une maison de retraite, dans un EHPAD, déjà, c'est quand même souvent des espaces fermés, d'autant plus quand il s'agit des espaces, des cantous, ce qu'on appelle les cantous, donc les espaces où sont rassemblées les personnes qui sont déjà à des stades plus avancés de perte, enfin de confusion, on va dire, et qui, du coup, là, il y a des portes fermées où ils peuvent pas sortir comme ils veulent et circuler comme ils veulent. Parce que le toucher, comment dire, le toucher tout seul, ça a ses limites. Enfin, même le mouvement. Enfin, ce que j'ai partagé avec eux, notamment, c'est aussi déjà simplement de réfléchir qu'est-ce que c'est le sens du toucher. Qu'est-ce que ça leur évoque? Est-ce que c'est juste ce qu'on sent avec nos mains? En fait, le sens du toucher et le sens qui est composé du sens tactile et du sens haptique, c'est à la fois chercher des informations par pression sur la peau. Ça peut être des informations de température, de pression, de forme, de matière, mais c'est aussi les informations que notre cerveau reçoit en permanence sur notre position du corps dans l'espace. Donc ça, c'est lié au mouvement. Donc tout ça, je leur ai amené aussi ces explications, cette matière. On a échangé là-dessus pour avoir un peu un langage commun. Tout ça, c'était avant le confinement. Et ce sera, j'espère, aussi bientôt de nouveau au printemps. Je les ai amenés à poser des mots et toucher des choses pour trouver des mots, parce que c'est aussi des générations qui n'ont pas trop appris à parler des sensations et des émotions, peut-être, qui ont aussi souvent vécu des choses assez dures. Voilà, passer par les mots. Ensuite, les faire participer à la réalisation de ce que j'appelle les sculptures relationnelles, les dodus, qui sont comme des coussins un peu à forme très organique. Il n'y en a pas deux pareils. En fait, c'est des coussins qui sont faits à partir des silhouettes des corps des participants aux ateliers. C'est-à-dire, on décide les contours des silhouettes et ensuite sont assemblées différentes silhouettes qui ont donc différentes positions. Alors j'essaye d'être claire parce que c'est pas simple. Disons que c'est pas deux fois le même contour et on mettrait la tête au niveau de la tête et les pieds au niveau des pieds et puis que ça fait un coussin bonhomme. C'est pas ça. On met des silhouettes différentes et ensuite il y a un processus de couture aléatoire que je me suis un peu inventé, comme les surréalistes se sont inventés des règles du jeu pour écrire, pour jouer avec les mots. Ben là, moi, j'ai joué avec des patrons, on va dire, des contours
découpé dans du tissu. Et l'idée, c'est simplement de commencer à un endroit, de mettre 2 bords de silhouette ensemble et de continuer tout le temps bord à bord, quelle que soit la forme de la silhouette, même si on a l'impression que ça va jamais s'assembler, mais si on contraint le tissu en continuant bord à bord, ça finit par donner des volumes assez étonnants avec des antennes, avec des courbes. C'est plein de courbes puisque ça part du corps. Donc ça donne des objets assez rigolos. D'autant plus que les personnes ont choisi des tissus de couleurs variées, de textures variées. Donc ensuite, ils ont participé, pour ceux qui pouvaient, selon les lieux et l'état, à découper les tissus. Il y a eu l'intervention de bénévoles dans les 2 structures, aussi bien à Bouin qu'à Volubilis, pour la couture, la réalisation de ces housses, on va dire. Et puis ensuite, on a fait ensemble le remplissage avec la mousse. Donc là, c'était très intéressant, notamment à Bouin, où il y avait des personnes à des stades plus avancés, des femmes qui, d'un seul coup, on sentait qu'elles étaient dans leur élément, avec le textile, par exemple, avec le remplissage, avec la mousse. Enfin, c'était des personnes dont on pourrait penser qu'elles sont vraiment à l'ouest, d'un seul coup, se retrouvent à faire des gestes et à être dans l'instant, pas angoissées, puisque c'est des pathologies qui amènent beaucoup d'angoisse, puisqu'on est tout le temps dans l'inconnu. On se rend compte, enfin, un certain temps, on se rend compte qu'on déraille, après on s'en rend plus compte, mais voilà. Et c'était très touchant aussi. J'en ai eu, parce qu'après ces coussins, il fallait les finir de coudre à la main, par exemple. Et donc là, j'ai tenté. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de coudre pour le fermer? Et puis il y a 2 mains qui se sont levées. Je me suis dit, waouh, incroyable. Et pareil, ce qui était intéressant pour le personnel qui était là, le personnel soignant, c'était de se rendre compte que, en fait, ces personnes étaient encore capable d'une certaine façon, même si là, il a fallu repasser derrière, je vous le cacherai pas, pour la couture, mais en tout cas, qu'il y avait ce mouvement intérieur, cette envie de faire ça, quoi. Et ça a permis aussi pour le personnel de changer le regard sur leurs patients. Enfin, je sais pas comment on les appelle. Comment vous voyez l'avenir là et les semaines, mois à venir, dans le cadre bien sûr de ces pratiques et de ces interventions? On vient juste de se recontacter entre les différentes structures, Gouttela, pour voir ce qu'on allait pouvoir remettre en route. Et là, pour l'instant, j'ai commencé à imaginer des nouveaux rendez-vous avec ces 3 lieux pour le mois de mai-juin, en espérant que l'étau se desserre et que grâce à je ne sais quoi, au beau temps ou au vaccin, nous serons de nouveau plus libres de circuler. Après, je pense qu'il va falloir que je transforme quand même beaucoup les ateliers, puisque je suis pas sûre qu'on ait le droit de faire circuler les objets. Donc ça va être un peu un casse-tête. Je pense qu'on va être beaucoup plus dans du mouvement individuel et imaginer comment se procurer sensation soi-même. Voilà. Donc oui, difficile. Et puis ça resserre forcément les choses et ça écarte aussi non pas seulement ce public, mais ces publics associés, parce que ce sont à la fois ces personnes atteintes de démence, mais ce sont aussi les personnels qui les accompagnent, les soignants, mais aussi les familles. Et alors là, ça complique encore davantage les choses. Voilà, ouais. Je crois que ce qui, moi, m'intéresse toujours dans le projet, mais est-ce que c'est encore de l'artistique? Est-ce que on parlait des technologies, mais est-ce que c'est encore du technologique? Je pense pas trop. Moi, j'ai l'impression que là, ce dont on a surtout besoin, c'est justement pas tout ça, mais plutôt de l'humain et du vivant et du direct. Voilà, c'est un peu ma conclusion, et d'imaginer plutôt une forme que puissent prendre les ateliers, justement peut-être en mêlant aussi ce qu'on appelle les aidants, les familles, le personnel, parce que je pense que le personnel, c'était aussi
les remarques du docteur Champin de Montvenoux, en fait, qui a déjà l'habitude de faire intervenir des artistes chez lui. Et il disait que c'était aussi beaucoup l'institution qui était en souffrance et en isolement. Enfin, on n'imagine pas bien ce qui se passe dans ces maisons face à ces personnes qui sont à un endroit où ils savent que c'est la fin de leur vie. Voilà. Donc c'est pas toujours joyeux, même si moi je sais que les quelques séjours, les quelques projets que j'ai pu faire dans ces lieux m'ont amené beaucoup de joie, justement. Et alors j'avais peut-être une dernière question, c'est intéressant de reposer le sens de ces démarches, de cette démarche, parce que depuis ces années que vous pratiquez, est-ce que vous arrivez à mesurer, à évaluer l'efficience finalement aussi de cette pratique? Parce que ça pose la question de savoir quel est le sens de l'association apporter de l'art dans le soin, ou art et soin. Est-ce qu'on est dans une démarche thérapeutique? Est-ce qu'on est simplement dans une démarche de bien-être, et là pour le coup peut-être de bien vieillir? Enfin voilà, ça pose ces questions, mais je sais que vous êtes aussi en échange avec des praticiens et des chercheurs sur ces questions. Ouais. Alors en fait, pour rien vous cacher, moi ces dernières années, j'ai fait une formation en art-thérapie aussi. Mais c'est pas avec cette casquette-là que le château de Goutelat fait appel à moi, mais forcément, cette formation change mon approche, influence mon approche avec les personnes avec qui j'ai à faire. Ce qui était intéressant, on va dire, ou ce qui, j'espère, le sera encore si on arrive à faire nos séances au printemps, c'est que je devais être suivie par une sociologue, une ethno-sociologue, pour avoir un regard en fait scientifique sur cette démarche. Donc ça, c'est le château de Goutelat a déposé un dossier au niveau du Gérontopole, et c'est cette chercheuse, elle travaille pour une chaire sur la santé des aînés en fait, qui est à Saint-Étienne. Ce sera l'occasion, j'espère, d'avoir un regard plus scientifique en fait sur cette approche très intuitive que je développe et que je découvre moi-même en la faisant là, grâce à cette invitation du château de Goutelat. C'est une structure universitaire qui réfléchit pas mal à comment garder l'autonomie en fait des personnes âgées, et surtout comment transformer, comment aller vers d'autres formes que l'EHPAD, qui sont, on va dire, des formes pas du tout adaptées à la vie en fait. Ni pour ceux qui arrivent en fin de vie, ni pour les personnes qui travaillent. Ce qui est intéressant aussi, peut-être, c'est de voir, est-ce que d'avoir ce type d'intervention, qu'est-ce que ça amène? Est-ce que peut-être ça peut réduire la quantité de médicaments? En tout cas, le stress, quand on est confronté à la démence et au vieillissement. Voilà, c'est toutes sortes de pistes pour essayer de trouver des chemins moins violents, peut-être, moins radicaux et inhumains. Et voilà, donc moi je croise les doigts pour qu'au printemps on puisse mener cette expérience à bout et jusqu'au bout, et pouvoir avoir cette expertise scientifique sur ces ateliers.